Si tout le monde est là, on va peut-être commencer. Bonjour à tous, merci de participer à cette séance qui s'intitule Lutter contre la faim, œuvrer pour la paix. Donc je vous propose de commencer. La récente pandémie est venue rappeler à quel point l'agriculture et l'alimentation sont un élément sensible des équilibres mondiaux. Le Covid-19 a ainsi créé une instabilité sur les marchés avec des États qui se sont précipités pour acheter des denrées alimentaires. Mais les victimes des sous-alimentations et d'insécurité alimentaire n'ont malheureusement pas attendu le coronavirus pour avoir faim. En 2019, c'est 690 millions de personnes, soit 8,9% de la population mondiale, qui étaient déjà sous-alimentées. La sous-alimentation est en accélération continue depuis 2014. Les Nations Unies projettent que 840 millions d'individus pourraient être affectés en 2030. Pour donner quelques exemples, aujourd'hui en 2021, au Yémen, c'est plus de la moitié de la population qui devrait souffrir de la faim et 400 000 enfants qui risquent de mourir de malnutrition faute de traitement. En Afghanistan, c'est une personne sur trois qui est en situation d'insécurité alimentaire en raison des effets combinés de la guerre et du réchauffement climatique. Le choix d'attribuer le prix Nobel de la paix 2020 au Programme alimentaire mondial a ainsi mis en lumière les enjeux grandissants de sécurité alimentaire et de développement qui s'intensifient avec les crises économiques, environnementales et sanitaires qui se succèdent. Le besoin de solidarité internationale et de coopération multilatérale est aujourd'hui plus nécessaire que jamais pour mettre fin à l'un des fléaux qui demeurent majeurs au XXIe siècle, l'insécurité alimentaire. Donc pour discuter de tous ces sujets, nous avons avec nous aujourd'hui Sébastien Abyss, à côté de moi, chercheur associé à l'IRIS et directeur du club Déméter, qui publie chaque année un ouvrage passionnant, le Déméter, qui en est à sa 27e édition, si je ne me trompe pas. À côté, nous avons Claire Guillon, animatrice à l'AFDI Normandie. Nous avons aussi deux personnes en visioconférence avec nous. Nous avons Céline Jurgensen, ambassadrice représentante permanente de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, et aussi Éric Pichon, analyste au service de recherche du Parlement européen, dont la mission est de donner une vue d'ensemble impartiale sur divers sujets, principalement aux députés européens et au grand public. Donc je vous propose de commencer avec Céline Jurgensen, si la visio fonctionne, parce que je ne la vois pas en retour. Bonjour à tous, Allez. vous m'entendez? Bonjour, on vous entend, c'est parfait. Très bien, écoutez, bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir invité. Je voudrais saluer aussi le public et je suis ravie de revenir au Forum Normandie pour la paix. Je m'étais rendue il y a quelques années sur d'autres fonctions. Alors, vous l'avez indiqué, hein, la situation malheureusement se dégrade. La faim, ça a toujours été un terrain d'action des agences romaines depuis qu'elles ont été créées ici, c'est-à-dire dans l'immédiat après-guerre. Et comme vous l'avez souligné, nous faisons face à une aggravation de la situation de l'insécurité alimentaire dans le monde et en réalité depuis 2014. Donc avant même la pandémie, il y avait, pour des raisons structurelles que vous avez abordées, mais je voudrais juste y revenir, des raisons structurelles à la dégradation de la faim dans le monde. La première raison, c'est les conflits, mais il y a également les catastrophes naturelles, les effets du changement climatique et les crises économiques. Donc ça, ce sont vraiment les déterminants structurels de l'insécurité alimentaire et nous avons vu une aggravation de la situation dans le monde avec le Covid. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que la crise de la Covid a accéléré des tendances qui étaient déjà très préoccupantes. Ces tendances, elles sont directement sur l'insécurité alimentaire et la malnutrition, mais on va continuer encore de les voir puisque elles se traduisent par des ressources économiques beaucoup plus faibles des gouvernements, et c'est ce que le directeur exécutif du PAM mentionnait comme le risque d'une véritable pandémie de la faim. Après la pandémie sanitaire, le risque d'une pandémie de la faim. Parce que, en fait, les conséquences essentiellement économiques de la crise sanitaire, elles frappent de manière disproportionnée
des populations, des régions qui sont déjà très vulnérables. Et comme vous l'avez dit, l'année 2020 a vu l'augmentation même la plus grave de l'insécurité alimentaire dans le monde depuis plusieurs années. 811 millions, selon le dernier rapport sur l'état de la faim dans le monde de la FAO, 811 millions de personnes souffraient de faim chronique en 2020. Et en fait, si l'on ajoute la malnutrition sous toutes ses formes, c'est finalement plus de 2 milliards de personnes qui ne mangent pas suffisamment ou mal ou sont en situation d'obésité. Je le disais, la crise touche essentiellement les populations vulnérables. C'est vrai dans les catégories de personnes, donc par exemple les enfants. Plus de 39 milliards de repas scolaires ont été manqués dans le monde depuis le début de la pandémie. Et c'est la raison pour laquelle, et je pourrais y revenir ensuite, nous travaillons, nous France, à une initiative avec le Programme alimentaire mondial, mais également avec beaucoup d'autres acteurs pour faire des efforts et amener à ces enfants des repas scolaires. Et puis, cette vulnérabilité, cette pandémie, elle touche aussi des secteurs, des régions qui étaient déjà très vulnérables. L'Afrique en particulier, puisque plus de la moitié des personnes concernées par cette insécurité alimentaire se trouvent en Afrique. Et on peut dire que dans certaines régions, puisqu'on parle à peu près de 133 000 personnes qui sont en situation de famine, donc pas au bord de la famine, mais dans une situation de famine, l'Afrique est menacée par des famines comme elle n'en avait pas connues depuis une vingtaine d'années. Donc vous le voyez, on a une situation qui était déjà structurellement mauvaise, dégradée, qui malheureusement continue de se dégrader dans un contexte où les financements ne suivent pas. Et dans un contexte où les priorités de chacun, et c'est bien normal, se resserrent sur les besoins essentiels. Et donc cette crise de la Covid-19, elle met aussi en lumière les failles, les insuffisances de notre système multilatéral, de nos systèmes agricoles et alimentaires. Et c'était l'un des enjeux du sommet sur les systèmes alimentaires que le secrétaire général des Nations Unies vient d'organiser la semaine dernière, les 23 et 24 septembre. Et il l'a organisé pour montrer aussi que ces secteurs sont porteurs de solutions et que si nous voulons progressivement aider à combattre la faim dans le monde, il faut aussi mettre en œuvre ces solutions dont sont porteurs les secteurs agricoles et donc continuer des transformations en matière économique, en matière environnementale, en matière sociale, et puis aussi continuer de produire, mais de manière durable, pour nourrir une population qui ne va cesser d'augmenter, puisque on parle d'ici 2050 d'environ 10 milliards d'individus dans le monde. Donc comment nourrir plus de monde, mais de manière durable, durable pour la planète, durable socialement, durable économiquement. Et donc les agences des Nations Unies que nous suivons ici à Rome, puisqu'il n'y a pas que l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, il y a aussi le Programme alimentaire mondial, qui est une agence humanitaire et une institution financière qui s'appelle le Fonds international de développement agricole. Vous le voyez, ces institutions, finalement, elles sont au cœur de ces enjeux et de la lutte contre la faim dans le monde. Juste un dernier mot avant de vous redonner la parole, puisque votre deuxième remarque portait sur le prix Nobel, sur le Programme alimentaire mondial. Vous l'avez dit, le PAM a reçu l'année dernière le prix Nobel de la paix, je cite, pour ses efforts de lutte contre la faim, pour sa contribution à l'amélioration des conditions de paix dans les zones touchées par les conflits et pour avoir joué un rôle moteur dans les efforts visant à prévenir l'utilisation de la faim comme arme de guerre dans les conflits. Là, on en revenait au premier élément structurel de la dégradation de la faim dans le monde, c'est les conflits. Et donc, ce sont des raisons humaines. Et malheureusement,
la faim, la famine continue d'être utilisée comme une arme de guerre dans le monde de manière contraire aux conventions internationales. Et donc tout ce que nous pouvons faire, nous collectivement, nous France, mais également nous en tant que communauté internationale avec ces organisations internationales, contribue à lutter contre la faim dans le monde et contribue donc aussi aux efforts de paix, aux efforts de développement de manière durable. Merci à vous. Je vous remercie. Je propose de me tourner vers Claire Guillon pour une autre question. On l'a vu, pauvreté, changement climatique, insécurité, les freins au développement agricole sont nombreux. Or, il existe un lien intrinsèque entre le développement agricole et la sécurité alimentaire. Il faut savoir que la FAO estime que 70% des personnes qui souffrent de la faim sont des agriculteurs familiaux. Cela s'expliquerait par le paradoxe de la faim. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Bonjour à tous, merci de nous donner la parole. Peut-être un petit mot sur ce que c'est qu'AFDI. AFDI, c'est Agriculteurs français et développement international, un mouvement, une association qui est née il y a à peu près 40 ans et qui mobilise la profession agricole en France dans des partenariats avec des organisations paysannes dans les pays dits du Sud. Donc le paradoxe de la faim nous tient fortement à cœur du fait aussi de ce lien fort avec la profession agricole. Et effectivement, la majorité des personnes touchées par la faim dans le monde sont effectivement des agriculteurs eux-mêmes. Comment peut-on s'expliquer ça aujourd'hui, au XXIe siècle, que ceux qui produisent notre alimentation soient les premiers concernés par des problèmes de malnutrition ou de faim? Au sein du réseau AFDI et de par nos partenariats, on identifie un problème majeur qui est lié à la reconnaissance du métier de paysan. Dans de nombreux pays, comme tout récemment à Madagascar, je crois que la région a une coopération dans ce pays, le métier de paysan n'est pas reconnu officiellement. Au Burkina Faso, une transformatrice laitière est considérée sur ses documents officiels, sa carte d'électeur, comme étant une ménagère. Comment peut-on espérer que les personnes qui n'ont pas un statut officiel puissent obtenir les moyens nécessaires à subvenir à l'alimentation au sein de leur propre pays? Et donc, nous, on identifie plusieurs leviers qui sont à la fois l'accès à la formation pour les agriculteurs, à une formation professionnelle, l'accès à l'information. On le voit aujourd'hui, les outils numériques se développent et on doit pouvoir accompagner nos partenaires, les agriculteurs, vers l'accès à ces informations, mais aussi l'accès aux moyens de production. Dans de nombreux pays, par exemple en Afrique de l'Ouest, où nous avons des partenariats au Mali et au Burkina Faso, on constate que l'accès au foncier n'est pas pérenne et sécurisé pour ces agriculteurs. Comment pouvons-nous espérer qu'ils soient dans des bonnes conditions pour nourrir les populations? Et donc, au niveau d'AFDI, nous défendons un rôle important des organisations internationales, de l'Union européenne, de l'État français, pour prendre en compte et continuer à soutenir l'agriculture familiale dans le monde, et en particulier les organisations d'agriculteurs qui les représentent, mais on y reviendra tout à l'heure. On défend aussi une particularité dans le commerce mondial pour les denrées agricoles, sujet peut-être plus sensible, qui vise à avoir une régulation peut-être multilatérale sur le marché international pour permettre un revenu décent à ceux qui nous nourrissent. Voilà. Merci. Vous parliez du Burkina Faso. Vous avez travaillé avec une laiterie au Burkina Faso qui est confrontée à ces différentes problématiques. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce cas? Quelles sont concrètement les conséquences du changement climatique et de l'insécurité actuelle au Burkina Faso sur les éleveurs et leurs familles? Et comment ces derniers agissent-ils notamment pour contribuer à la paix? Donc, je vais essayer de vous emmener un petit peu vers le Burkina et de découvrir un petit peu le contexte de l'élevage laitier dans ce pays. Donc, je me permets un petit mot d'introduction. Au Burkina Faso, la majorité des éleveurs sont des peuls et pratiquent l'élevage de manière ancestrale. Il faut savoir qu'au Burkina Faso, la densité en bovins est supérieure à la France. On s'imagine parfois d'ici que la sécurité alimentaire est surtout basée sur des matières végétales, mais ce n'est pas exclusivement le cas. Il y a des populations qui vivent de l'élevage et c'est leur source principale de subsistance. Donc les peuls, traditionnellement, étaient nomades. Ça fait déjà un certain temps qu'ils sont sédentarisés, mais ils continuent à pratiquer la transhumance, c'est-à-dire que leurs troupeaux vont se déplacer d'une région à l'autre, voire d'un pays à l'autre, pour y trouver les ressources alimentaires nécessaires. Ils pratiquent également
la divagation des animaux, ce qui en Normandie n'est pas commun et plutôt réprimandé et proscrit par la loi. Mais les vaches au Burkina vont chercher leur nourriture librement dans la brousse. De pratiques traditionnelles qui aujourd'hui, face à une croissance démographique forte, sont à l'origine de conflits avec les autres utilisateurs du foncier agricole qui sont les cultivateurs. Les uns défendent l'existence de couloirs de transhumance qui existent de manière ancestrale et ces pratiques de déplacement des animaux, et les autres dénoncent les dégâts, à juste titre, que peuvent provoquer ces troupeaux quand ils traversent les cultures. Et donc aujourd'hui, on a une situation un petit peu tendue, en tout cas au Burkina Faso, qui s'est régulièrement réglée par la violence. Donc le changement climatique arrive sur tout ça. J'arrive à votre question. Le changement climatique... dans la zone où on intervient au Burkina Faso, la région du centre-nord, la saison des pluies dure à peu près 4 mois. 4 mois, durer 4 mois au moins. Aujourd'hui, avec le changement climatique, la saison des pluies se raccourcit. Et donc, on a des durées pour les cycles de culture qui diminuent. Donc, des cultures qui n'arrivent pas à maturité et l'insécurité alimentaire qui augmente. Premier élément. Je pense que l'insécurité liée au djihadisme, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et pour 2 raisons. Pour les éleveurs avec lesquels on travaille, déjà, ils sont très présents dans les zones sahéliennes qui sont particulièrement touchées par les phénomènes de djihadisme aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Et donc, l'année dernière, quand on échangeait avec nos partenaires, ils nous disaient qu'aller livrer son lait du village jusqu'au bourg voisin à la mini-laiterie pouvait être synonyme de mettre sa vie en danger. Donc c'est quand même une situation très compliquée au quotidien, qu'on a du mal à s'imaginer ici. L'autre facteur est lié à des amalgames qui ont pu avoir eu lieu, et pas que au Burkina Faso, mais dans la sous-région, entre les Peuls et les djihadistes. Je ne rentrerai pas dans les détails des raisons qui ont pu aboutir à cela, mais les Peuls eux-mêmes se sentent assez souvent en insécurité, et un certain nombre d'entre eux ont perdu la vie et d'autres leurs moyens de production. Ce qui fait qu'il y a une précarisation très très nette chez les éleveurs. Ils ne sont pas les seuls touchés, mais je mets un coup de projecteur sur les éleveurs laitiers. Voilà. Parfait, je vous remercie. On va rester par rapport à la conflictualité. Hier, dans son discours introductif, Bertrand Badi expliquait que l'insécurité alimentaire tuait 10 millions de personnes par an en générant de nouvelles conflictualités. Dès 1952, le Brésilien Josué de Castro expliquait dans son ouvrage intitulé « Géopolitique de la faim » que peu de phénomènes ont influé aussi intensément sur le comportement politique des peuples que le phénomène alimentaire et la tragique nécessité de manger. Qu'est-ce que la sécurité alimentaire et pourquoi est-elle source de conflits ? Merci Thomas, bonsoir à toutes et à tous. Madame l'ambassadrice, bonsoir, je suis content de vous retrouver. Et je crois qu'on a entendu de la part de Céline Jorgensen et de Claire Guyon déjà un certain nombre de propos importants et avec de l'illustration concrète dans le cas du Burkina et du continent africain et d'une photographie 2021 qui n'est pas très avantageuse sur la sécurité alimentaire mondiale. Moi, je crois qu'il y a différentes choses qui doivent être rappelées dans un forum dont la thématique est celle de la paix. On ne se rend pas bien compte en Europe et en France en 2021 que pour une grande partie du monde, la sécurité au quotidien repose sur la capacité d'avoir quelque chose au fond de son assiette. Et on ne se rend pas bien compte de cette situation parce qu'on est dans une situation absolument privilégiée à l'échelle internationale. À l'échelle historique que nous n'avons jamais eue, on a une sécurité alimentaire exceptionnelle. Encore une fois, si on se compare par rapport à une partie du monde et si on regarde dans le rétroviseur. Qu'est-ce que nous devons toujours marteler ? C'est qu'il y a une géopolitique positive. Moi, c'est mon dada depuis 15 ans de rappeler ça. Il y a une géopolitique positive avec l'agriculture et l'alimentation. L'ambassadrice l'a dit, il peut y avoir une instrumentalisation des questions alimentaires pour faire la guerre, pour comprimer des territoires ou des populations. Et donc, on peut parler parfois d'armes alimentaires, mais massivement, majoritairement, dans l'histoire longue
Et au quotidien, aujourd'hui, sur cette planète, l'agriculture et l'alimentation font la paix du monde. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a deux choses que je vais illustrer très simplement. D'abord, que l'alimentation, elle est vitale, universelle et atemporelle. Je vous mets au défi de trouver un sujet qui concerne tout le monde sur cette planète. On est quand même 8 milliards. Tous les jours, aujourd'hui comme dans un an, Covid ou pas Covid. Et pour celles et ceux qui sont, comme pour la plupart des habitants en Europe et en France, dans une situation sécurisée d'un point de vue alimentaire, on le fait même plusieurs fois par jour. Donc cette question alimentaire, elle est tellement puissante pour notre vie, notre développement, notre sécurité, que je ne sais pas s'il y a un créateur sur Terre, mais notre organisme est tellement bien fait que quand on a l'estomac qui se creuse, on a une petite sonorité qui en ressort, pour nous rappeler d'ailleurs qu'il faut le remplir. Eh bien, à l'échelle d'un espace, d'un pays, d'un territoire, d'une région, à l'échelle du globe, c'est exactement la même chose. Quand il n'y a pas d'alimentation, ça fait du bruit. C'est très vite le chaos, l'insatisfaction, la descente dans la rue, le mécontentement, la colère et parfois de la révolution, de la révolte et potentiellement des guerres. Donc l'absence de nourriture a toujours généré à l'échelle d'un individu, de sa vie, son quotidien, son estomac, ou à l'échelle d'un territoire, des fragilités potentielles, des traductions, illustrations malheureuses de pauvreté, de détresse, d'isolement, d'incapacité d'accès à cette nourriture. Et c'est pour ça que je dis toujours, les agriculteurs dans le monde, depuis le début de cette histoire humaine, font un travail qui est absolument déterminant pour la vie de chacun d'entre nous, mais en même temps pour la paix dans le monde. C'est pour ça que pour moi, j'ai toujours dit, les agriculteurs, ce sont eux les casques bleus sur la planète. Et c'est très bien que le programme alimentaire mondial ait eu en 2020 le prix Nobel de la paix. Ce serait fantastique si on donnait un prix Nobel de la paix aux 1,5 milliard de productrices et producteurs agricoles de ce monde, parce que sans eux, il n'y a pas de sécurité pour vous au quotidien et il n'y a pas de sécurité globale dans le monde. Donc l'insécurité alimentaire, Thomas, qu'est-ce que c'est ? C'est quand précisément un territoire, pour des raisons géographiques, absence de ressources, pour des déficiences logistiques, pour une difficulté d'accéder au marché international pour compléter des productions nationales, ou parce qu'il est en conflictualité et en guerre, il va avoir une difficulté d'avoir suffisamment de nourriture pour tous et accessible pour tous. Cette année, le problème, c'est qu'on a des régions dans le monde où la production est moins bonne pour des raisons climatiques et en plus, sur les marchés mondiaux, il y a de l'inflation alimentaire. Et il y a des gens dans certains pays qui ont perdu leur emploi. Donc c'est la triple peine. Vous êtes victime de l'aléa météorologique. L'agriculture, c'est une usine à ciel ouvert. Vous perdez parfois de la production juste parce que la météo n'est pas au rendez-vous. Et s'il y a de l'inflation sur les marchés et que votre pays dépend aussi des flux internationaux pour compléter la production nationale, et qu'en plus vous avez perdu votre revenu ou votre emploi, vous êtes comprimé complètement par rapport à la variable alimentaire. Donc moi j'insiste toujours là-dessus, c'est une géopolitique positive parce que quand il y a de l'agriculture, des agricultrices, des agriculteurs et donc de l'alimentation, parce que je vous rappelle que sans les agriculteurs dans le monde, il n'y a pas de bouffe. L'oubliez jamais. C'est le plus vieux métier du monde tient dans sa main notre vie au quotidien encore en 2021. Il ne faut jamais l'oublier. On a l'impression que l'agriculture, c'est un secteur qui appartient au passé, c'est un métier qui n'est pas forcément aujourd'hui très moderne, tourné vers l'avenir. Ça n'a jamais été aussi contemporain. Et là, je voudrais juste dire une dernière chose, c'est que cette insécurité alimentaire, elle est conditionnée en plus à cette équation climatique dont tout le monde parle. On ne peut pas faire abstraction du débat climatique quand on est dans l'agriculture. L'agriculture, elle a sa part de responsabilité dans les émissions de gaz à effet de serre. Elle est aussi la première victime des changements climatiques, mais elle est au cœur des solutions. Le levier de transformation aujourd'hui par le biais agricole et l'ensemble des opérateurs agroalimentaires est beaucoup plus grand que ceux qui, dans cette salle, qui comme moi peut-être ne sont pas dans ce secteur d'activité mais s'y intéressent. On peut changer des pratiques, mais notre levier à notre échelle individuelle, même s'il est important, est plus faible que ce que les mondes agricoles aujourd'hui sont en train de réaliser pour faire des transitions écologiques et environnementales.
Pourquoi je dis cela? Parce que le grand défi contemporain qu'on leur demande à ces agriculteurs, c'est de nourrir le monde. Il n'est pas question de leur demander d'arrêter de le faire, puisque ça conditionne notre vie, je l'ai dit, mais c'est aussi de réparer la planète. Parce qu'on leur dit, vous avez une telle responsabilité, un tel levier de transition, que si vous ne faites pas le job de la transition écologique pour sauver le climat, de toute façon, on peut faire tout ce qu'on veut, sans eux, on ne va pas réussir. Donc, il n'y a pas un autre métier à qui on demande autant, nourrir et réparer le monde, et comprenez bien que c'est à la fois la sécurité du quotidien, notre nourriture à chacun, mais en même temps notre sécurité à long terme, parce que si climatiquement nous continuons à voir la trajectoire s'amplifier, si on n'arrive pas à la corriger, de toute façon demain, on aura moins de production de nourriture dans le monde, on aura plus de migration, de détresse dans le monde, et on va avoir des tensions autour des prix alimentaires qui font que seuls, non pas quelques pays très développés, mais seuls les très riches de cette planète pourront manger encore 3 fois par jour. Donc il faut bien avoir en tête que entre le défi climatique dont on parle beaucoup, qui est un grand sujet pour la paix future de cette planète, la question agricole est centrale, parce qu'encore une fois, on a besoin de ces acteurs-là pour faire la paix aujourd'hui, et sans eux, et je dis bien sans eux, on ne pourra pas faire la paix sur le plan climatique. Donc, soldats de la paix, soldats du climat, ça a été dit, les agricultrices et les agriculteurs sont au rendez-vous aujourd'hui d'enjeux géopolitiques. Sans eux, il n'y a pas de paix. Et c'est pour ça, et j'interpelle l'ambassadrice volontiers, moi je rêve un jour qu'il y ait un prix Nobel donné aux agriculteurs du monde entier. Merci Sébastien. Justement, on va se tourner justement vers Madame l'ambassadrice, si vous voulez réagir à ce que vient de dire Sébastien. Et je voulais aussi vous demander ce que font aujourd'hui les organisations internationales pour lutter contre la faim dans le monde et prévenir la situation. L'objectif zéro faim d'ici 2030 du PNUD est-il atteignable? On ne vous entend pas, je ne sais pas si vous nous entendez, mais c'est bon. Merci beaucoup, et je voudrais évidemment rebondir sur ce qu'a dit Sébastien Abyss. Malheureusement, ce n'est pas moi, ni la France, ni même les organisations internationales à Rome qui donnent le prix Nobel de la paix, mais bien sûr, ce rappel est fondamental. Ce rappel est fondamental parce que, vous l'avez dit, on a eu tendance, surtout nous en Europe, à oublier ce qui finalement était l'essentiel. Et ailleurs dans le monde, c'est le quotidien. C'est le quotidien, notamment pour de nombreux pays africains, de nombreuses populations. Et donc, il faut toujours essayer de regarder le monde, non pas uniquement avec les lunettes françaises, mais en ayant cette perspective large. Et donc, c'est vraiment quelque chose de fondamental qui a été rappelé par Sébastien Abyss. S'agissant de ce que font concrètement les organisations internationales, parce que dans cet environnement, on voit bien que les défis sont tellement immenses, tellement globaux, que seule une réponse internationale, plus ou moins coordonnée, peut permettre d'avancer un petit peu. Les organisations des Nations Unies à Rome apportent une partie de la solution. Évidemment, ils ne sont pas du tout les seuls. Alors, pour vous donner quelques exemples, le Programme alimentaire mondial, puisqu'on en parlait, c'est une organisation qui est très tournée vers l'opérationnel, qui est sur le terrain. Et donc, elle est aussi très tournée sur la logistique. Très concrètement, pendant la pandémie, alors que les vols commerciaux étaient stoppés, c'est le Programme alimentaire mondial qui a assuré du transport aérien. Et donc, qui a emmené du fret, qui a emmené également des personnels humanitaires, qui a rapatrié aussi des personnels médicaux, etc. Donc, il y a eu toute une dimension logistique énorme. Je le mentionne parce que c'est une activité qui n'est pas forcément connue du PAM, mais qui est fondamentale. On le voit avec la pandémie. Et là, on est en train de le voir sur l'acheminement des vaccins. Autre exemple, donc le PAM, il donne à manger aux populations. Comment faire dans un contexte où la pandémie prive les enfants d'école?
eh bien, le PAM a adapté ses modalités de distribution d'aide, par exemple en apportant des rations alimentaires, en préparant des paniers alimentaires à la maison. Donc voilà pour donner quelques petits exemples pour le PAM. Et comme je le disais, nous souhaitons renforcer, nous France, avec d'autres acteurs, l'action sur les cantines scolaires. Et donc, on est en train de monter une grande dynamique internationale pour faire en sorte que les enfants qui ont été privés d'école du fait de la pandémie puissent y retourner. Et pourquoi l'alimentation scolaire est fondamentale? Ça peut paraître quelque chose de très simple. D'ailleurs, je pense que la plupart d'entre nous, on en a bénéficié. Parce que pour de très nombreux enfants dans le monde, le repas à l'école ou l'alimentation scolaire, c'est le seul repas qu'ils auront dans toute la journée. Et donc, quand vous avez une cantine à l'école, vous faites venir des enfants, essentiellement d'ailleurs aussi des filles. Donc, il y a des aspects positifs sur la sécurité alimentaire, sur la santé, sur l'égalité entre les filles et les garçons, sur l'éducation, mais aussi, bien sûr, sur les petits agriculteurs locaux, sur l'économie locale, parce qu'on peut mettre en place toute une dynamique positive. Et donc, voilà, on est en train de travailler avec une 60aine de pays, une 50aine d'organisations, des organisations internationales, mais aussi des organisations de recherche pour voir comment favoriser, comment aider à développer ces programmes d'alimentation scolaire. Là, une autre organisation, c'est l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Alors là, c'est une action qui est différente du PAM, c'est une organisation qui est moins sur le terrain, mais qui est très importante pour faire des formations et surtout pour donner la direction. Sébastien Abyss indiquait qu'il fallait que le monde agricole, notamment en France, je pense qu'il faut quand même le souligner, notamment en France, le monde agricole est engagé dans une transition environnementale, écologique, etc. Ce n'est pas le cas partout dans le monde. Et donc, les organisations internationales comme la FAO sont importantes pour donner une direction, pour accompagner les différents pays, les soutenir dans leurs efforts pour progresser vers une agriculture qui soit durable sur le plan environnemental, climatique bien sûr, économique, puisque Madame parlait de revenus décents, c'est fondamental. On ne pourra évidemment pas encourager les agriculteurs à mener ces transitions s'ils n'ont pas un revenu décent. C'est juste impossible. Aucun d'entre nous ne le ferait. Donc, toute cette dimension de transition durable sur le plan environnemental, économique, social, ce sont des organisations internationales comme la FAO qui peuvent les mener. Et puis, elles peuvent aussi aider des projets concrets. Par exemple, on parlait du Sahel, eh bien, la FAO est impliquée avec le FIDA, donc le Fonds international de développement agricole dont je parlais, pour soutenir concrètement des projets dans ce qu'on appelle la Grande Muraille Verte. Vous en avez sans doute entendu parler, c'est cette grande bande dans le Sahel et le Sahara, et on essaye de développer cette zone sur le plan agricole, environnemental, etc., mais avec des projets d'agriculture durable. Eh bien, la FAO apporte un soutien à des projets comme celui de la Grande Muraille Verte. Autre exemple, on n'a pas encore parlé de la santé, mais bien sûr, la santé, l'alimentation est extrêmement liée aussi à la santé. Et on voit bien avec la pandémie que les liens entre santé animale, santé environnementale, santé humaine sont fondamentaux. Et on ne peut plus uniquement aborder les enjeux sous un seul angle, de façon myope. Et donc, là aussi, on travaille avec la FAO pour créer un réseau d'experts qui va travailler sur ce lien entre santé animale, santé environnementale, santé humaine, une espèce de réseau d'alerte des épidémies pour essayer de prévenir les épidémies futures et, quand elles surviennent, d'y apporter des réponses. La dernière organisation, c'est le Fonds international de développement agricole, le FIDA. Eh bien là, c'est en fait une banque, une institution financière, et le FIDA prête pour des projets de développement agricole, essentiellement en Afrique,
et est en train de développer une coalition des banques agricoles de développement pour progresser dans ce qu'on appelle la finance verte, mais c'est-à-dire en fait pour progresser vers cette agriculture durable sur le plan environnemental, sur le plan climatique, etc. Voilà, donc quelques exemples, on va dire, assez concrets de la manière dont les 3 agences ici à Rome travaillent avec le soutien, bien sûr, des États membres, dont la France et d'autres partenaires, en particulier européens. Je vous remercie. Et merci de faire la transition sur l'Europe, puisqu'on va parler maintenant avec Éric Pichon, dont je m'excuse de l'avoir fait attendre si longtemps. En juin dernier, l'Union européenne a promis une aide de 250 millions d'euros pour lutter contre la faim en Afrique, en Afghanistan et au Venezuela. Comment l'UE se mobilise-t-elle aujourd'hui contre la famine et pourquoi est-elle un acteur important? Bonsoir, merci beaucoup pour me donner la parole. En fait, comme vous l'avez dit, un des aspects qui fait que l'Union européenne est un acteur important, c'est la capacité financière qu'elle est capable de mobiliser. Donc, vous avez parlé de ces sommes pour le Venezuela, l'Afghanistan, l'Afrique. Madame la présidente de la Commission européenne, la semaine dernière, a annoncé 140 millions pour la recherche sur la sécurité alimentaire. On a un certain nombre de chiffres. L'aide directe pour la sécurité alimentaire, l'aide alimentaire directe de l'Union européenne, c'est 500 millions, etc. On peut sortir beaucoup de chiffres. En fait, ce qui est important de voir, c'est que globalement, l'Union européenne plus les États membres, ça représente la moitié de l'aide publique au développement, l'aide humanitaire globale. Donc évidemment, toute cette aide-là ne va pas pour la sécurité alimentaire, mais on voit qu'en fait, l'Union européenne et les États membres concentrent leur aide sur les pays les plus fragiles, les pays en conflit, et comme on l'a bien rappelé, ce sont souvent dans ces pays en conflit que les problèmes alimentaires sont les plus graves. Ce n'est pas la peine de citer des noms, Afghanistan, Yémen. On trouve très, très facilement des exemples là-dessus. Donc ça, c'est un premier élément important, c'est que l'Union européenne a forcément une grande part à jouer. Un autre élément, c'est que l'Union européenne, c'est un acteur généraliste. Donc ce n'est pas simplement une agence de développement, ce n'est pas simplement une agence humanitaire, c'est un acteur qui met en place tout un nombre de politiques. Et évidemment, la sécurité alimentaire, elle n'est pas seulement liée au conflit, elle est liée à tout un tas d'autres aspects qui s'entremêlent. Conflit, climat, agriculture, etc. Et donc là, l'Union européenne, avec l'ensemble des politiques qu'elle peut développer, elle dispose de plusieurs leviers pour agir là-dessus. Le troisième élément, qui est évidemment dont il faut évidemment tenir compte, c'est que l'Union européenne aussi, c'est un acteur important au point de vue agricole, au point de vue commercial, que donc les politiques intérieures de l'Union européenne ont des effets directs sur les pays tiers. Donc, d'un côté, on aide les pays tiers, de l'autre côté, il faut veiller à ce que les politiques qu'on met en place pour nous-mêmes n'aient pas des conséquences néfastes sur les autres pays. Tout ça, je l'ai dit, ce qui a une des caractéristiques de l'aide humanitaire et de l'aide au développement de l'Union européenne, c'est que ce sont, pour entrer dans des termes techniques, ce sont des compétences partagées. Très simplement, ça veut dire que l'Union européenne, la Commission européenne, la Banque européenne d'investissement a sa politique pour la sécurité alimentaire, mais chaque État membre peut décider de sa propre politique pour la sécurité alimentaire. Donc, pour que l'Union soit une réelle force de changement, il y a une nécessité de cohérence. Et comme Madame Jurgensen l'a dit, effectivement, il y a besoin
d'une coopération de tous les acteurs pour des objectifs convergents. Au sein de l'Union européenne, il y a ce qu'on appelle le consensus européen pour le développement, dont un des objectifs très clairs est de faire en sorte que tout le monde ait accès à une nourriture saine et suffisante. C'est des choses qui sont écrites dans ce consensus européen pour le développement, qui a été signé, la dernière version a été signée en 2017 par les institutions européennes et les États membres de l'Union européenne. Donc, d'accord, pour que l'ensemble de leurs politiques convergent vers cet objectif. Et en plus, ce consensus européen pour le développement, il se réfère explicitement aux objectifs de développement durable. Les objectifs de développement durable, qu'est-ce qu'ils démontrent? Que agir sur un problème et ne peut pas se faire sans agir sur d'autres problèmes. Il y a 17 objectifs de développement durable. Chacun d'entre eux a une influence sur les autres. Donc voilà, ça c'est un premier aspect. Et donc pour agir sur ces différents aspects qui créent l'insécurité alimentaire, que fait l'Union européenne? D'une part, on a vu de l'aide alimentaire directe. Donc il y a une agence humanitaire ECHO de l'Union européenne qui intervient directement en zone de crise. Mais une fois que l'aide alimentaire a été apportée, il faut veiller à ce qu'ensuite, sur le long terme, les crises ne se reproduisent pas. Donc ça, c'est un aspect d'aide au développement qu'on doit remettre en continuité avec l'aide alimentaire directe. Et ça va de pair avec une gestion des conflits. Comme on l'a vu par exemple pour le Burkina Faso, si l'agriculteur ne peut pas livrer son lait dans le village d'à côté, ça ne sert à rien d'apporter toute une aide à un moment donné si on ne met pas en place les conditions pour que les conditions de sécurité pour que cette aide, pour que cette alimentation puisse circuler de façon viable. Donc, il y a cette possibilité qu'a l'Union européenne d'articuler l'aide alimentaire, l'aide au développement, et puis évidemment les interventions de l'Union européenne pour la sécurité. D'autres aspects aussi qui sont importants à prendre en compte, c'est toute la recherche qu'il y a sur qu'est-ce qu'une alimentation viable, comment adapter le régime alimentaire à un pays donné pour que tout le monde puisse avoir une nourriture saine, avec les productions locales. Madame Guillon l'a bien dit, les petits agriculteurs sont le maillon essentiel de l'alimentation. Et malgré tout, ce sont les premières victimes du changement climatique, par exemple. Donc, il y a toute une recherche à faire, un monitoring à faire sur les crises, comment elles arrivent, et c'est très complexe. Pourquoi est-ce que dans un pays en guerre, la crise alimentaire se développe brutalement? Pourquoi dans certains pays, le conflit est là, mais la crise alimentaire n'est pas là, réciproquement? Donc, il y a tout un monitoring à faire qui est très compliqué pour réellement s'attaquer aux causes de la faim. Alors ça, c'est une des caractéristiques de l'Union européenne, qu'elle dispose de l'ensemble des acteurs qui peuvent mettre ceci en place. Donc, l'aide humanitaire, il y a des centres de recherche qui collaborent évidemment avec les centres de recherche des organismes de Rome. Et en plus, l'Union européenne a du personnel sur le terrain. Donc ça aussi, c'est un aspect important de la chose. Donc pour prendre un exemple, pour revenir au cas du Burkina Faso, très clairement, au Sahel, l'Union européenne a une stratégie globale pour le Sahel. Donc il y a une stratégie évidemment de sécurité,
avec des missions de l'Union européenne, avec des forces des États membres. Donc, il y avait Barkhane pour la France maintenant, il y a Takuba qui est une force de plusieurs pays européens qui sont là pour assurer la sécurité. Mais en plus de cette sécurité qui est assurée, il y a aussi des objectifs pour la lutte contre l'insécurité alimentaire. Je vous remercie. Alors, Est-ce que vous pouvez toucher un mot sur la PAC en tant qu'enjeu pour la souveraineté alimentaire de l'Europe? Alors, je vais y venir. Un autre aspect important, donc, pour prendre un autre exemple sur lequel je voulais terminer pour l'action de l'Union européenne dans les pays tiers, un autre exemple, c'est la Corne de l'Afrique. Et pourquoi je prends cet exemple-là? Parce que là aussi, il y a une stratégie globale de l'Union pour assurer la sécurité avec des missions militaires, des formations de militaires. Et il y a également une force navale de l'Union européenne qui a pour mission de lutter contre la piraterie. Et un des principaux objectifs de cette mission navale de l'Union européenne, justement, c'est d'accompagner les navires du programme alimentaire mondial qui vont livrer l'aide alimentaire. C'est aussi clairement montrer la relation très étroite entre sécurité et sécurité alimentaire, encore indissociable. Et comme vous le demandiez, en fait, par rapport à la PAC plus généralement aux politiques internes de l'Union européenne, évidemment, les politiques internes de l'Union européenne, et ça aussi, c'est un objet très important des traités de l'Union européenne, qui disent clairement qu'aucune politique de l'Union européenne ne peut avoir des effets contraires sur le développement des pays tiers. Voilà, donc ça, ce sont des choses qui sont écrites dans les traités. Après, il y a évidemment un certain nombre d'enjeux de tensions qui existent, et notamment, par exemple, pour la réforme de la politique agricole commune, qui est en train d'être discutée, qui sera sans doute votée à la fin de l'année au Parlement. Cette politique, elle dit clairement que, par exemple, l'aide aux agriculteurs ne devrait pas avoir d'effet de distorsion sur les marchés qui font que les produits des pays tiers soient non concurrentiels avec les produits européens. Et donc, ne pas concurrencer, par exemple, les productions locales, c'est quelque chose d'important. On parlait du lait, typiquement, le problème du lait en Afrique de l'Ouest, je pense que Mme Guillon peut en parler mieux que moi, c'est un effet de distorsion du marché. Alors, encore une fois, c'est un tableau qu'on brosse qui est une vision d'ensemble de ce qu'il est important de faire. Maintenant, vous comprenez bien qu'il y a énormément de tensions entre tous ces objectifs. Les objectifs des agriculteurs européens ne sont pas forcément les mêmes que les objectifs des agriculteurs du Burkina, quoique, on pourrait en discuter. Les objectifs commerciaux de l'Union européenne n'ont pas forcément les objectifs commerciaux des pays africains, quoique on pourrait en discuter. C'est tout cet ensemble de tensions qu'il faut qu'il faut essayer de coordonner, enfin d'apaiser quelque part. Là, je pense que les institutions de l'Union européenne ont aussi leur rôle à jouer, puisque c'est là que justement on va trouver des accords. Alors pour terminer, et pour revenir sur le Parlement européen, puisque c'est l'institution pour laquelle je travaille, si vous écoutez un débat qui a eu lieu au mois de septembre, il y a quelques semaines, justement sur la sécurité alimentaire, vous voyez très bien tous les enjeux avec
cette réforme de la politique agricole commune qui voudrait faire de l'Union européenne un standard de durabilité de l'alimentation, qui déplaît notamment aux États-Unis, mais qui aussi crée beaucoup de discussions au sein des États membres de l'Union européenne, entre les États membres de l'Union européenne. Voilà, pour un tableau assez global de toutes les tensions qui peuvent exister à ce niveau-là. Parfait, je vous remercie. Je vais me tourner vers Sébastien pour une dernière question un peu métaphysique. Après, vous pourrez poser des questions vous-même. Peut-on rêver de souveraineté ou de puissance sans sécurité alimentaire? Hier, Sylvie Brunel expliquait que les grandes puissances ont compris que la nourriture est stratégique. Récemment, un journal japonais s'inquiétait notamment de l'accaparement des terres par des entreprises chinoises qui achètent des terres en Asie et en Afrique. La surface totale des parcelles achetées ou louées ces 10 dernières années serait équivalente à la superficie du Sri Lanka. Pourquoi l'agriculture et l'alimentation sont-elles au cœur d'enjeux géopolitiques? Comment cela se traduit-il et quels sont les principaux acteurs? Merci, donc je peux en parler jusqu'à demain matin, hein, si j'ai bien compris le timing. Non, deux choses. D'abord un rebond quand même sur l'Europe, parce que Éric Pichon a mentionné les débats qui traversent les États membres et puis le Parlement. Pas plus tard que ce matin, dans un journal français, L'Opinion pour ne pas le citer, le vice-président de la Commission Agriculture, l'Italien Paolo De Castro, insistait sur l'importance, dans le cadre du Green Deal et du Pacte vert européen, de mettre en avant toute l'importance justement de l'agriculture comme levier de transition pour faire les passages écologiques qui viennent d'être mentionnés, mais tout en rappelant l'importance de produire de la nourriture encore en Europe demain. Hein, et donc toute la variable sécurité alimentaire dont M. Pichon vient de parler, mais qui, je crois, doit toujours être rappelée. Et d'ailleurs, soulignons quand même peut-être que l'Europe, qui s'est tapée dessus pendant des siècles, n'a pas découvert du jour au lendemain de l'eau, de la terre et l'importance de l'agriculture. Elle a fait la paix, et elle a fait la paix il y a 70 ans, avec, je pense, une tonalité particulière puisqu'on est en Normandie, mais elle a fait la paix en construisant la coopération et le projet politique européen du vivre ensemble à partir de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. C'est-à-dire que la première contribution que je crois qu'il faille rappeler de l'Europe sur la sécurité alimentaire, c'est déjà la sécurité alimentaire qu'elle fait à domicile. Je viens sur votre question. La plus grande souveraineté de l'Europe depuis 70 ans, c'est d'avoir construit de la sécurité alimentaire pour 1,5 milliard de consommateurs. Parce que la politique agricole commune, la PAC, en fait, elle est très mal nommée. Il y a 5 millions de producteurs agricoles en Europe. Tout le monde s'en fiche. Et on croit que ça coûte cher, la PAC, parce que c'est le premier budget communautaire. Mais la PAC, c'est une politique alimentaire citoyenne qui a bénéficié à 1,5 milliard de consommateurs, qui ne connaît pas d'inflation alimentaire actuellement, à la différence du reste du monde, parce qu'on a une organisation des marchés qui est admirable. Donc certes, les agriculteurs européens, on peut questionner certains excès, il faut corriger des pratiques, il faut optimiser les systèmes, mais n'oublions jamais que le grand gagnant a été le consommateur européen et que la première des souverainetés européennes, à l'heure où on parle beaucoup d'autonomie stratégique, c'est dans l'alimentaire et dans l'agriculture. Hein, donc je me permets de le rappeler pour rebondir à la question, cher Thomas, et mentionner qu'il y a une hyper-intensification autour de l'agriculture et de l'alimentation, pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées, mais je crois qu'il faut bien comprendre qu'il y a des États qui accélèrent dans ce secteur. On peut penser à la Russie, qui a fait son réarmement économique et son retour sur la scène internationale en misant principalement sur son agriculture. La Chine, qui ne peut pas se passer de sécurité alimentaire à domicile et qui, compte tenu des contraintes à domicile, doit aller chercher à l'extérieur de plus en plus sa sécurité alimentaire, en louant ou en achetant des terres, en investissant, en rachetant des ports et des industries partout dans le monde, en investissant dans le normatif pour changer les règlements, en étant à la direction générale de la FAO, Madame l'ambassadrice. Et donc la Chine fait un travail aujourd'hui très fort, comme d'autres puissances. On pourrait parler de plein de pays africains, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, le Maroc, le Kenya, qui sont en train de miser sur l'agriculture comme levier de développement,
comme levier de sécurité nationale, comme levier de rayonnement à l'international par le commerce, par de nouvelles pratiques écologiques, par de l'innovation, par des start-up, par de l'entrepreneuriat féminin. Bref, ça bouge énormément. Ça bouge énormément. Mais le 21e siècle, ce n'est pas que les États, c'est des entreprises. Et ce n'est pas que des entreprises du secteur. Moi, je dis toujours à celles et ceux qui doutent que l'agriculture est un sujet d'avenir, regardez ce que font les grandes entreprises du numérique, américaines ou chinoises. Je ne vais pas les nommer. Elles ont mis le turbo sur l'agriculture parce qu'elles ont un discours sur la finance verte, elles ont un discours sur le climat, elles ont un discours sur la vie de vous au quotidien. Et donc, il n'y a rien de mieux que l'alimentaire avec la santé, et donc, par extension, la question agricole. Ces entreprises investissent un argent colossal aujourd'hui sur l'innovation agricole et alimentaire. Mais ça va plus loin. Il y a les fonds souverains, les fonds mixtes, les fonds de pension. Il y a un grand fonds de gestion d'actifs qui commence par un B et qui finit par ROC. Je ne vais pas le citer pour ne pas faire de publicité, parce que ce n'est pas du tout mon objectif de faire de la publicité. Ce fonds de gestion d'actifs, qui gère aujourd'hui plus de 20 000 milliards de dollars, il consacre aujourd'hui 0,5% de ses investissements au secteur agricole et alimentaire. Eh bien, cette somme-là est largement supérieure au budget de la FAO, du FIDA et du PAM réunis. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a une planète qui tout entière, que ce soit les États, des institutions, des fonds, des particuliers, des entreprises, des ONG, de la recherche, de l'innovation, tout le monde se mobilise sur le plus grand enjeu du monde, puisqu'encore une fois, je vous l'ai dit, c'est votre sécurité au quotidien et le devenir de la viabilité de cette planète. Merci Sébastien. Est-ce que vous pouvez développer juste un petit peu plus sur l'aspect foncier, l'accaparement des terres Je peux en parler parce que d'abord, ça s'appelle la colonisation de l'Europe au XIXe siècle. Il ne faut jamais l'oublier. On est allé chercher très loin des ressources qu'on n'avait pas sur ce continent, notamment parce qu'on se tapait dessus et on n'était pas en paix entre pays européens. La question d'aller acheter ou louer des terres dans le monde, c'est un vieux phénomène. Dans l'Antiquité, Athènes le faisait à travers des colonies, aller chercher son blé en Sicile, Rome l'a fait un peu plus tard, etc. Donc c'est un vieux serpent de mer malheureusement, parce que quand vous manquez de capacité interne sur des sujets si importants pour votre sécurité et votre trajectoire de développement, vous allez chercher à l'extérieur. Alors je voudrais dire deux choses sur ces accaparements de terres dans le monde. J'aime pas trop la formule parce qu'en fait, il y a deux typologies de choses. Il y a ce qui est non respectueux des règles et qui est dans l'opacité et qui est dans la captation de ressources à l'étranger, par du privé ou par des puissances. Au classement mondial des pays qui sont les plus actifs à l'achat de terres dans le monde, pardon de le dire, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la base de données Landmatrix qui est la référence mondiale en la matière. Vous allez consulter cette base de données, les 3 premiers pays sont des pays occidentaux. Là aussi, je ne vais peut-être pas les nommer. Mais la Chine, ce n'est pas le premier responsable. La deuxième chose, c'est que vous pouvez avoir parfois des investissements internationaux qui sont nécessaires et bienvenus. Ça a été dit, les agriculteurs ont besoin d'investissements, ont besoin de revenus. Et parfois, vous avez des investissements, il y a plein d'actions de l'Europe ou d'entreprises européennes qui, à l'international, permettent à des agricultures dans le monde entier d'avoir du soutien pour faire du développement logistique, pour changer de pratique. Mais ça va dans l'autre sens. On a des pays du reste du monde qui investissent beaucoup aujourd'hui en Europe sur l'agriculture et l'agroalimentaire parce qu'on a un système qui marche plutôt bien, des ressources, et ça suscite aussi des convoitises. Si tout ça se fait en respectant les travailleurs de la terre ou de la mer, parce qu'il ne faut jamais oublier aussi les produits de la mer dans la sécurité alimentaire, et donc les pêcheurs, mais si tout ça se fait dans la légalité, dans une recherche de vivre ensemble, de création de valeurs partagées, et avec un objectif d'améliorer la sécurité alimentaire de tout le monde, on a besoin de ce type d'investissement. Le problème, on retrouve les questions de corruption, de mauvaise géopolitique, de mal développement, de mauvaise gouvernance, qui malheureusement, c'est aussi la réalité du monde. On n'est pas dans un monde très bisounours, et donc ça existe dans l'agriculture. Ça n'échappe pas à une réalité universelle, malheureusement. Je vous remercie. Maintenant, on va passer aux questions du public, si vous en avez. Donc n'hésitez pas à lever la main et des personnes vont venir avec un micro. Il y en a 2 par ici, une par là. On va les prendre une par une.
ce sera plus simple. Oui, merci beaucoup pour la qualité de vos interventions depuis le début du forum et votre précision. Oui, j'ai plusieurs questions. Je me demandais d'abord comment vos organisations, en règle générale, s'organisent-elles avec les États, avec les acteurs étatiques ou non, concrètement? À quel point vos mises en œuvre de plans alimentaires sont-ils dépendants des États et de l'action des États? Et est-ce que vous avez des leviers de pression sur les États qui ne veulent pas coopérer avec vous, en fait? Donc, 3 questions. Comment vous organisez-vous avec ces États? Avez-vous des leviers de pression? Et êtes-vous vraiment dépendant de leur volonté? Merci. Merci pour cette question. Je ne sais pas qui veut essayer de répondre à cette question. Ça peut concerner plusieurs personnes. On va donner la parole à Éric Pichon, qui lève la main. Je peux répondre pour ce qui concerne l'Europe. Et par exemple, très clairement, si on prend l'exemple du Sahel, évidemment, l'Union européenne coopère avec le groupement des États de la région du Sahel, donc le G5 Sahel, sur des objectifs de développement, des objectifs de sécurité. Alors, on a vu que c'est pas toujours facile, notamment par exemple avec le Mali récemment. Quels sont les leviers? Les leviers, c'est toujours compliqué à mettre en œuvre, puisque les leviers, c'est dire si c'est suspendre l'aide s'il y a des problèmes de gouvernance, mais si on suspend l'aide, alors on ne suspend jamais l'aide humanitaire, mais si on suspend certaines aides au développement, on sait bien que ça n'a pas forcément des impacts qui sont bénéfiques. Donc, quels sont les leviers avec les États dans lesquels on opère, puisque quand on intervient dans un pays tiers, évidemment, il y a toujours un accord et c'est normalement toujours le pays tiers qui doit définir ses objectifs de développement auxquels on vient collaborer. Ce sont les leviers ce sont des leviers politiques, de discussion, un tas de choses qui entrent en œuvre, mais ce n'est pas évidemment toujours très simple. Merci. Peut-être que Mme Jørgensen voulait aussi répondre par rapport aux organisations internationales, si elle est toujours là. Merci beaucoup. Les organisations internationales, par définition, elles travaillent avec les États. Les États sont membres des organisations internationales et l'Union européenne est membre de la FAO. Donc voilà, il y a tout un travail de sédimentation, de négociation pour essayer de voir avec les États comment parvenir à des consensus. C'est pas toujours simple. Il faut travailler avec différents pays de tout groupe géographique. Donc, sur l'alimentation scolaire, on travaille très étroitement avec notamment les pays africains, le Rwanda, le Burkina Faso, le Sénégal, etc. Et puis, au-delà des États, même s'ils ne sont pas membres à part entière des organisations internationales, naturellement, nous travaillons avec d'autres organisations. Nous travaillons avec la société civile. Il y a des discussions qui sont d'ailleurs pas toujours très simples sur le secteur privé. Comment est-ce qu'on associe le secteur privé? Parce que comme l'a souligné Sébastien Abyss, il y a des besoins d'associer le secteur privé, mais il faut que ça soit fait de façon correcte, avec des règles, des normes, faire en sorte aussi que ça ne soit pas uniquement certains types de grandes entreprises internationales qui soient aidées, mais le secteur privé local. C'est ça vraiment qui compte. Et donc, il y a tout un travail qu'on essaye de faire au sein de ces organisations internationales. Et puis aussi avec les agriculteurs qu'on peut rencontrer. Et puis, les organismes de recherche. Dans les organisations des Nations Unies à Rome, il y a énormément de travail, de partenariat avec les organismes de recherche. On a besoin de science et innovation pour comprendre le monde et pour comprendre les solutions pour les bâtir ensemble.
Merci. Je pense que vous vouliez rebondir Oui, dessus. peut-être un dernier élément de réponse sur les liens avec les États. Donc, l'association AFDI respecte évidemment le contexte légal dans chacun des pays dans lesquels on intervient. Et nous, on accompagne la société civile que vous évoquiez tout à l'heure, donc en particulier des organisations d'agriculteurs. C'est vrai que j'ai pas mal insisté tout à l'heure combien les agriculteurs étaient touchés par les problèmes d'insécurité alimentaire, mais ils sont aussi porteurs de solutions, notamment au travers de leurs organisations, en générant du revenu, en générant de l'activité pour les jeunes et les femmes et les ruraux, et aussi en étant porteurs de plaidoyer vis-à-vis de leurs États. Donc c'est aussi une mission que nous, on exerce, accompagner nos partenaires pour l'élaboration de leur propre discours, de défendre leurs intérêts vis-à-vis de leurs États. On a l'exemple des éleveurs qui ne sont pas toujours entendus au niveau du ministère. Voilà, quand on organise des missions sur place, accompagner nos partenaires, rencontrer un ministre ou un responsable de service permet de faire avancer leur cause. Et on a vu que ça leur a permis d'être aujourd'hui entendus aussi sur la scène internationale. Et juste pour réagir à ce que vous disiez tout à l'heure, le PAM a certes affrété des avions pendant la crise et la pandémie, mais le PAM travaille aussi avec des organisations de producteurs locaux. Et je pense que c'est important de le souligner, la capacité des agriculteurs africains à nourrir les populations du continent. Je pense que la solution n'est pas forcément extérieure, mais bien présente sur le territoire. Les mini-laiteries au Burkina ont bénéficié d'un programme du PAM. En quoi le PAM peut aider le développement de la filière laitière au Burkina? En garantissant un revenu aux producteurs et aux transformateurs. Et là, je rejoins le point que vous souleviez tout à l'heure, est-ce qu'il y a des enjeux communs ou différents entre producteurs européens et producteurs d'Afrique de l'Ouest? Je crois qu'il y a un enjeu commun qui est de vivre de part et d'autre dignement de son métier. Et ça, je pense que les agriculteurs qui sont ici présents ne diront pas le contraire, et nos collègues africains sont sur la même lignée. Voilà. Merci. Pardon, Oui. est-ce que je peux juste rebondir parce que Oui, bien sûr. Madame a évidemment raison. Je ne voulais pas donner l'impression que le PAM importait toute la nourriture. Pas du tout. Évidemment, les organisations internationales et le PAM en premier lieu travaillent avec les agriculteurs locaux. Il ne s'agit pas de faire de la charité à ces pays, mais au contraire de les aider à se développer. Et donc, ce qu'apporte le PAM, c'est d'autres biens qui ne sont pas dans le pays. Et puis aussi, il y a, comme je l'ai dit, du transport logistique, du transport humanitaire, etc. Mais la base, c'est d'abord de travailler et de renforcer les agriculteurs locaux, bien sûr. Et il y a tout un système avec d'ailleurs des magasins qui est mis en place dans des magasins certifiés pour faire vivre ces agriculteurs locaux. Mais évidemment, il y a toute une dimension qui n'est pas dans le pays et qu'il faut amener. Et pendant la pandémie, c'est essentiellement des personnels humanitaires, des personnels médicaux, des rapatriements et aussi la communauté diplomatique, certains de mes collègues qui, pour rentrer en France ou pour prendre leur poste à l'étranger, ont utilisé les avions du PAM. Merci. Sébastien, réaction? Oui, non, juste moi, ce que je voudrais dire, parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle, hein, et je pense qu'en fait, il faut considérer qu'aujourd'hui, sur cette grande équation sécurité alimentaire mondiale, en fait, on a besoin de toutes les compétences. C'est-à-dire qu'il ne faut pas opposer les États, le secteur privé, les ONG, des producteurs du Sud, des producteurs du Nord. En fait, on a besoin de mobiliser tous les talents, toutes les compétences, tous les types d'acteurs. Et je crois qu'il y a un grand défi, c'est de comprendre aujourd'hui qu'un agriculteur dans le monde fait plusieurs métiers tout au long de la journée. Il est parfois dans la science, il est parfois dans l'agronomie, il est parfois autour de la durabilité, il est parfois dans l'économie, les marchés, il utilise des drones, il utilise plein de choses du numérique. Et ce que je voudrais dire aux jeunes qui sont dans la salle, allez faire des écoles d'ingénieurs agronomes. Travailler dans ce secteur d'activité qui est au carrefour de la question climatique, qui est au carrefour des solidarités internationales. Avec ces formations, vous n'êtes pas amené forcément à devenir agriculteur. Quand vous faites des écoles aujourd'hui qui forment à l'agronomie, des écoles d'ingénieurs agronomes, vous pouvez travailler dans des entreprises, vous pouvez travailler
dans la sphère publique, vous pouvez travailler dans la diplomatie, vous pouvez travailler auprès des producteurs d'ici ou d'ailleurs. Il faut que vous ayez un bilan carbone épouvantable parce qu'on a besoin d'énergie terrible et des énergies multiples à dépenser pour répondre à cette question alimentaire mondiale. Donc il faut des talents venant de partout, il faut des compétences et des savoir-faire considérables, il va falloir hybrider plein de connaissances et savoirs, et demain c'est parce qu'on va avoir une énergie folle à réinvestir positivement ces métiers qu'on sera capable de nourrir et réparer la planète. Donc ça ne sert à rien d'en parler et faire des grands forums sur la paix dans le monde et la sécurité alimentaire si on n'explique pas à la jeunesse aujourd'hui que c'est le plus grand challenge de ce siècle et il y a plein de métiers fantastiques à faire. Il n'y a pas que les villes, il n'y a pas que les cabinets de conseil, il n'y a pas que certains métiers qui aujourd'hui sont tout le temps valorisés dans les médias. Allez dans ce secteur d'activité, il est passionnant, vous vous ennuierez jamais et surtout vous serez dans l'action concrète. Merci. J'espère que le message est passé. C'était important de le dire. Oui. Bonne formation. Il y avait des questions par ici. Et après, par là. Oui, on me dit de me lever, alors je le fais. Je suis d'accord tout à fait avec vous sur... j'ai travaillé au Télécom, d'abord à France Télécom Administration, puis à Orange. Le premier client du groupe Orange, c'était l'agriculture. Ceci dit, nous sommes une région maritime, et je pense qu'évoquer simplement les travailleurs de la mer comme ça, c'est léger. C'est quand même les 4/5 de la planète. La France, le deuxième domaine maritime au monde, on a quand même des responsabilités. S'il y a un effondrement de la ressource maritime, je ne sais pas comment on fait pour les questions de la faim. Donc je pense qu'il faudrait avoir une réflexion sur ces sujets-là, pas seulement la pêche, parce qu'on laisse un peu se débrouiller les professionnels eux-mêmes ou on défend les professionnels de notre pays, mais les enjeux sont beaucoup plus globaux que ça. Et il y a même des oppositions entre les effets de l'agriculture et l'état de la mer et de la côte. Donc, comment on gère on parlait de se coordonner, comment on gère ça au niveau du monde? Quelles sont les associations qui s'en occupent? Et comment on fait dans des domaines qui vont être aussi importants que les fonds marins, avec tous les outils d'automatisme qui sont en train de se développer? Ça ne peut pas être simplement transporter 90% des marchandises ou développer des armements, y compris pour repousser les migrants. On est dans une situation qui, à mon avis, au niveau de la conception du rapport à la nature, un indigène nous parlait de la forêt avec toute la passion et le sens, mais c'est vrai de la mer aussi. C'est-à-dire que l'être humain... alors, c'est aussi la question de l'eau potable et de l'eau salubre. Je prendrai un seul exemple sur les grands fleuves. Il se trouve que j'étais il y a 2 ans sur le Mékong. J'ai rencontré, c'était la première fois que j'y allais, j'ai rencontré des responsables vietnamiens parce qu'on constatait que l'embouchure du fleuve, maintenant, c'est plus de l'eau douce. La réponse, c'est pas grave, on va vendre des crevettes à la place du riz. Mais c'est de la folie. C'est-à-dire que ce que ça représente comme ressource en riz pour toutes les populations d'Asie, c'est essentiel. Effectivement, pour le marché, peut-être qu'il s'en sortira en vendant des crevettes. Je vous remercie. Sébastien, vous voulez répondre, puisque vous préparez un livre sur la mer, ça tombe bien. C'est difficile de ne pas vouloir répondre parce qu'il y a 3 choses. D'abord, totalement d'accord, je l'ai dit et beaucoup trop rapidement, la sécurité alimentaire mondiale passera de plus en plus par la mer. On sait que notre planète est très mal nommée, puisqu'on devrait l'appeler planète mer et pas planète terre. C'est 70% des surfaces du globe, c'est 60% de l'oxygène de la planète, c'est le poumon climatique du monde.
Et c'est au carrefour de tensions géopolitiques de plus en plus. Il n'y a pas besoin de faire de dessin avec les événements récents sur la scène internationale et stratégique, mais c'est aussi toute la question climatique. Et donc on sait que demain, il y a une question sur la durabilité des stocks de poissons, il y a la question du développement de l'aquaculture, et d'ailleurs l'Europe et la France ont sous-investi l'aquaculture. Or, aujourd'hui, on parle beaucoup d'économie bleue, etc. Donc il y a un pan considérable là-dessus qu'il faut regarder quand on parle de sécurité alimentaire mondiale, vraiment de plus en plus parler de ces produits bleus et de cette blue food, hein, qui est appelée à doubler en production d'ici 2050 pour répondre à l'augmentation de la demande, notamment parce que le statu quo de consommation de viande et les alternatives à la protéine de la viande passeront massivement par de la protéine aquatique. Ça, il faut être très clair. La deuxième chose, c'est ce que vous dites sur l'eau potable et la question de l'eau. Je ne vais pas être long là-dessus, je voudrais juste rappeler à tout le monde que le premier aliment consommé dans le monde, c'est de l'eau potable. Vous ne pouvez pas vous passer d'eau potable. Vous pouvez arrêter de manger quelques heures ou quelques jours. L'eau potable, c'est le premier aliment qu'on ingurgite et c'est le premier déterminant de notre sécurité alimentaire. Il y a des tensions considérables et il y a un lien à la mer avec le dessalement parce qu'il va falloir boire la mer demain. De plus en plus. La troisième chose sur le cas du Vietnam, je ne le dis pas parce que mon épouse est vietnamienne, mais c'est un vrai sujet. On fait des choix aujourd'hui dans certains pays qui maximisent des profits de court terme. La crevette vietnamienne, c'est aujourd'hui le deuxième produit à l'export du Vietnam, tout entier. Tout entier. Pays qui mise beaucoup sur l'agriculture, qui fait des choix de culture extrêmement intensives et qui a autour de la ressource du fleuve du Mékong une soutenabilité qui, à long terme, ne tient pas. Donc, ces choix-là sont des choix politiques à un moment donné. C'est ce que disait l'ambassadrice précédemment, c'est qu'il faut raisonner sur des enjeux de court terme et de long terme. Et là, les politiques publiques doivent accompagner des dynamiques qui soient aussi vertueuses d'un point de vue économique à court terme, parce qu'il faut créer des revenus et des ressources pour un pays, mais en même temps penser sans cesse aux générations futures. Merci. On peut se tourner vers Madame Jørgensen si elle a quelque chose à dire sur ce que font les organisations internationales par rapport à la nourriture qui vient de la mer. Bah, écoutez, c'est évidemment un enjeu qui est suivi, notamment par la FAO, qui finalement est un petit peu mal nommée de ce point de vue-là. On a tendance à la voir uniquement sous l'angle agriculture-sol, mais en fait, la FAO traite de toute la gestion durable des ressources naturelles. Et en effet, la question de la mer, la question de l'aquaculture notamment, est en train de monter en puissance ici à la FAO et tout ce qui est autour de la Blue Food. Tous les 2 ans, nous avons à la FAO un comité où se réunissent tous les États qui s'appelle le comité des pêches, puisque la personne qui posait la question se demandait s'il y avait une concertation internationale. Eh bien, ça a lieu notamment, bien sûr, il y a d'autres enceintes, mais ça a lieu notamment à la FAO au sein d'un comité des pêches où on traite de tous ces enjeux. La pêche illicite, les organisations régionales de pêche, la durabilité, comment maintenir un revenu décent, notamment dans le contexte Covid, où il y a beaucoup de travail informel. Et donc, les conséquences de la Covid ont été terribles dans ce secteur informel et notamment pour les femmes d'ailleurs. Donc voilà, il y a énormément d'enjeux qu'on suit, bien sûr. C'est un enjeu majeur et encore une fois, hein, qui va l'être de plus en plus. Merci. On va passer à la question suivante. Le monsieur qui lève la main depuis un moment. Bien sûr. Merci. D'abord, un grand merci aux intervenants parce que il y avait beaucoup de fond et j'ai beaucoup apprécié le propos de Sébastien en particulier. Moi, le paysan, j'apprécie d'entendre pour une fois, parce que c'est vraiment rarissime sur un plateau, que les bénéficiaires de la PAC, certains directs, sont les consommateurs avant les paysans, ou après les paysans, enfin je ne sais pas comment il faut dire, peu importe. J'ai 2 observations puis une interrogation. Les enjeux sont clairs, ils ont été bien définis, je pense, sur le lien entre l'agriculture et la paix dans le monde. Il y a des enjeux environnementaux en particulier, et sur cela en particulier, on aimerait avoir une cohérence des politiques publiques, et en particulier une cohérence
à l'intérieur de notre sphère, l'Union européenne. Je vais prendre juste un exemple qui fait souvent polémique. Il s'agit du glyphosate. L'Europe a décidé, et je pense que c'est une bonne chose, de se dire un jour que si ce produit est dangereux, il faut l'interdire. Mais on se heurte à une autre des politiques publiques de l'Union européenne, quelle que soit la couleur majoritaire des gouvernements qui composent l'Europe, on se heurte à un libéralisme des marchés qui interdit l'idée qu'on puisse interdire l'entrée sur le territoire de l'Union de produits venus d'ailleurs qui, eux, ne répondent pas à ces règles environnementales. Ce n'est pas la seule contradiction. On la trouve aussi sur le lien entre consommer local et interdire, entre guillemets, en tout cas ne pas prendre les mesures qui permettent au consommateur, lorsqu'il achète son produit, de savoir l'origine des produits qui composent ce qu'il va acheter. Donc ces éléments-là sont parfois provoquent de l'incompréhension dans la façon de recevoir les mesures qui sont prises. Mon interrogation, elle est plus terre à terre. Je m'interroge souvent sur la concurrence qui peut exister dans les pays qui souffrent pour partie de la faim, pas forcément tous d'ailleurs, la concurrence entre les cultures vivrières et les cultures industrielles qui ne sont pas consommées sur place. Alors, culture industrielle, on peut parler du coton par exemple. Autres cultures qui sont plutôt à destination des pays riches, c'est le café et le coton, et le café et le cacao, pardon. Qui d'ailleurs le cacao est soumis à des règles de production sur le plan chimique qui ne sont pas piquées des hannetons pour parler un peu vulgairement. Et je me demande si dans ces pays où régulièrement on souffre d'approvisionnement alimentaire, la concurrence que les pays occidentaux exercent sur une partie des terres, alors en faisant travailler les gens localement certes, mais si cette concurrence-là n'est pas nuisible à l'équilibre alimentaire pour un certain nombre de pays. Puis un peu dans le gag, on parle de l'Afghanistan comme étant un territoire où il y a des soucis d'approvisionnement alimentaire. C'est lié aux événements plus récents. Mais est-ce que la culture du pavot exerce une concurrence sur les terres par rapport à ce qui permettrait aux gens de se nourrir sur place? Merci. On va demander à Éric Pichon de rebondir sur la cohérence de l'Union européenne, par exemple, dans ses décisions. Oui, je crois que je peux être d'accord avec monsieur sur un certain nombre de points. Alors, il y a des efforts qui sont faits, effectivement, puisque, par exemple, récemment, la Commission européenne a proposé d'éviter d'importer de la déforestation, sous-entendu. C'est-à-dire, on essaye d'éviter d'importer des produits qui ont été pris au détriment des forêts. Ça veut dire qu'on peut diminuer notre consommation de certaines crèmes chocolatées ou d'autres choses. Il y a ces tendances-là, mais effectivement, du point de vue des marchés, l'Europe a une vision libérale qui est celle qui est actuellement, qui vise à un équilibre des choses par le biais du marché. Pour l'instant, les choses en sont là. Après, il y a des efforts qui sont faits. Et par exemple, si on revient sur le pacte vert, sur la réforme de la PAC, l'objectif de l'Union européenne d'avoir en 2030 un quart de ces terres en bio, de diminuer les pesticides et de comme vous le disiez, et en sorte que ça devienne un standard, ça a déjà suscité la colère des Américains en disant vous allez vous allez interdire donc des imports de produits qui ne correspondent pas à vos standards, alors que ce genre de standard va faire que la production va diminuer, et si la production diminue, on ne pourra pas nourrir le monde. Donc, je caricature le débat, mais c'est un peu le genre d'arguments qui sont en train de s'affronter. Donc voilà, je ne peux que
me faire l'écho de ce que vous dites, monsieur, et vous dire que c'est un débat qui existe aussi au sein de l'Union européenne. Et encore une fois, on est dans l'élaboration des politiques publiques et on est dans les rapports de force. Donc, après, au sein de l'Union européenne, il y a tout un tas de mécanismes qui font que les choses s'équilibrent, qu'on a toujours, par exemple, une politique de développement qui est très généreuse, et à côté de ça, on a une politique commerciale qui est très offensive. Donc c'est... Merci. En dire de mon point de vue d'analyste et non pas d'homme politique. Claire, vous vouliez peut-être rebondir sur la concurrence. Un mot sur l'opposition entre culture vivrière et culture de rente. Dans les organisations que l'on côtoie, les producteurs que l'on côtoie, c'est pas forcément une opposition si binaire que ça. Un agriculteur a aussi besoin de sources de revenus pour acheter ce qu'il ne peut pas produire sur son exploitation, pour scolariser ses enfants, pour acheter des vêtements. Et la solution n'est pas forcément dans le vivrier à tout prix. Après, de là à pousser peut-être à l'extrême, mais je ne connais pas le contexte de l'Afghanistan, c'est peut-être effectivement d'autres données. Mais la culture de coton, on l'a vu au Mali auprès des producteurs qu'on accompagnait, est aussi une manière d'accéder au crédit dans un certain nombre de cas, ce que le vivrier ne permet pas. D'accéder à certains intrants, ce que le vivrier ne permet pas. Donc effectivement, dans un certain nombre de cas, la culture de rente est aussi un levier du développement agricole local. Vous vouliez rebondir sur la culture de l'opium ? Non, parce que le sujet de l'Afghanistan montre que vous avez des productions agricoles à très haute valeur ajoutée qui ne sont pas forcément des productions licites. Mais ça me permet de rappeler quand même, parce qu'on a beaucoup mis l'accent sur la variable alimentaire dans cette table ronde et à dessein. Je voudrais juste quand même rappeler, si c'était nécessaire, que l'agriculture ne fait pas uniquement que nourrir. Grâce à l'agriculture et les productions agricoles, vous avez une partie de production d'énergie renouvelable aujourd'hui. Vous avez une activité horticole qui permet d'offrir des fleurs et d'avoir des activités de jardinage. Je vous rappelle également que vous pouvez vous habiller grâce à l'agriculture. Monsieur parlait du coton, on pourrait dire la même chose du lin, d'autant plus qu'on est en Normandie. Je vous rappelle que 70% de la production mondiale de lin est faite en Normandie. C'est le produit qui fait rayonner massivement la Normandie dans le monde. Pour le dire autrement, si vous avez du lin sur vous, vous portez un bout de Normandie sur la peau. C'est ça la réalité du lin. C'est une production qui équipe pas juste les raquettes de tennis Décathlon ou les pistes d'athlétisme, c'est aussi un moyen de s'habiller. Et puis je vais prendre un dernier exemple pour que tout le monde comprenne. La betterave, ce n'est pas un produit agricole très sexy, attractif, connu. La betterave, ça permet en France, pas uniquement de faire des carrés de sucre, ça permet de faire un mix énergétique et de mettre de l'essence avec davantage de produits issus de la biomasse grâce à ces énergies renouvelables qu'on développe. Et puis, ça nous permet de nous laver les mains, parce que je rappelle que la betterave en France, aujourd'hui, fait 10 à 15% de la production de gel hydroalcoolique. Donc, je rappelle tout ça pour insister sur le fait que si je plaide pour un prix Nobel de la paix pour les agriculteurs, c'est aussi parce qu'ils ne font pas uniquement une production alimentaire, ils sont sur plein d'autres segments et utilisations de produits de notre quotidien sans qu'on s'en rende compte parfois. Merci. Il me semble qu'il restait une dernière question du monsieur là-bas. Il nous reste 2 minutes. Oui, on a parlé du Burkina Faso là tout à l'heure. J'aime bien parce que on parlait de la mini-laiterie. Mais la mini-laiterie, quand vous allez dans la boutique en face, cette mini-laiterie, vous trouvez de la poudre de lait qui coûte nettement moins cher. Bon, on ne sait même pas d'où elle vient d'ailleurs. On suppose que ça vient d'Europe et que ça a été subventionné pour arriver là et être moins cher que le lait du Burkina. C'est bien embêtant. Alors, M. Pichon nous parlait d'une nécessité de cohérence. Bon, là-dedans, il faut la rechercher, la cohérence. On ne la voit pas au premier coup.
Bon, puis il y a une autre forme d'agriculture dans le Sahel. Depuis 40 ans, des leaders burkinabés ont prêché pour le développement du maraîchage. Ils ont tellement bien prêché qu'ils ont fini par être entendus. Et aujourd'hui, on peut voir des camions de 35 tonnes de tomates, 35 tonnes par camion. Le lendemain, ces camions sont sur le marché d'Abidjan. Bon, on voit du chou pour le Ghana, le Togo et le Bénin. Donc une zone a priori pauvre est capable d'exporter des légumes en direction de pays nettement plus riches. Et comment on a fait ça? Très simplement, il faut une réserve d'eau dans le village. Un barrage, ça coûte 200 ou 300 000 euros. Quand vous avez quelques dizaines d'hectares de barrage, vous pouvez alimenter les jardins pendant toute une saison sèche, pendant 8 mois. Et les gens qui ont une parcelle de 500 mètres carrés, des fois peut-être 1000 mètres carrés, non seulement ils font vivre leur famille, mais en plus ils n'ont plus besoin d'émigrer. Et ça, c'est très important. L'émigration est une souffrance. Aller en Côte d'Ivoire, travailler dans les plantations de café et de cacao, dans des conditions qui sont proches, ça ressemble plus ou moins à l'esclavage, pour 200 € par an, c'est vraiment pas la peine d'aller en Côte d'Ivoire. On fait un jardin chez soi au Burkina, et à ce moment-là, on a un revenu nettement supérieur. Merci. Claire, vous voulez répondre par rapport notamment à la concurrence entre le lait en poudre et... Alors, sur le potentiel de production sur le continent africain, je pense qu'on se rejoint. Sur l'opposition entre la poudre de lait et le lait local, il est clair que dans un certain nombre de cas, il y a des formes de distorsion de concurrence. Elle n'est pas forcément toujours aussi automatique que ça. Le président de l'Union des mini-laiteries, des producteurs de lait avec lesquels on est en partenariat au Burkina, le reconnaît lui-même. Aujourd'hui, la production locale ne peut pas répondre aux besoins des consommateurs locaux. Par contre, l'enjeu est que dans sa politique européenne, dans sa politique agricole, l'Union européenne et dans les stratégies d'accompagnement des investisseurs normands ou autres sur le continent africain, soit bien pris en compte l'existence d'une production locale. Et c'est là où on a peut-être beaucoup à progresser. Nous, on n'arrive pas dans un désert. Il y a des producteurs locaux et ils ont besoin aussi d'outils de transformation et on peut travailler ensemble pour développer une filière laitière durable. Peut-être avec du lait en poudre à court terme et peut-être, on l'espère, demain avec uniquement du lait local. Il y a bien des concurrences sur certains produits, notamment des poudres de lait réengraissées avec des matières grasses végétales qui, elles, cassent le marché aujourd'hui. Mais sur un certain nombre de produits, les prix peuvent être proches après reconstitution. Et il est aussi important de pas forcément uniquement déformer, opposer les producteurs, mais bien informer les différentes parties. Merci. Je vous propose de clore ce débat. Je remercie d'abord nos 4 intervenants. Je vous remercie d'avoir écouté et je voudrais préciser que vous pouvez retrouver sur le site de Forum de la Paix des informations supplémentaires, des liens, notamment le lien de l'entretien avec la mini-laiterie. Vous pouvez trouver tout ça sur le site web. Voilà. Merci à vous et bonne soirée. C'est là-bas. Tenez, votre micro.